Bonne soirée à tous et tous en fréquence de Galaxy. Il est 19h passé de 4 petites minutes et vous le savez, tous les 15 jours, j'ai l'honneur de recevoir Elisabeth qui est avec nous. Bonsoir Elisabeth. Honneur réciproque, partagé. Honneur partagé, on va dire. Voilà, tout à fait. Bonsoir Guillaume. Comment vas-tu ? Je vais bien. Tout va bien ? Toujours planante dans ce créneau horaire-là. Ah, écoute, je crois que c'est le credo entre guillemets par excellence pour penser à autre chose, se reposer, se vider l'esprit et pouvoir pas éventuellement absorber des conseils, éventuellement que tu es là pour nous prodiguer après tout. On va parler d'amour. Eh bien écoute, allons-y. Bah oui, c'est que le sujet du jour. Oui, alors quel est le sujet des jours ? Voilà, c'est ça. Tu l'as mis sur Facebook il y a quelques jours, j'ai vu. Donc conversation avec la vie, le thème abordé, le couple. Quelles sont nos prédispositions amoureuses ? C'est une question. Bien sûr. Quelles valeurs sommes-nous venus transmettre au travers de nos comportements amoureux ? Ça aussi, c'est une autre question. Ça aussi, c'est une autre question. Et la compréhension du cœur que la raison ignore par l'outil astrologique. Tout un programme. Oh. Alors, c'est clair que comme la dernière fois, quand on a fait notre émission sur le karma, la réincarnation, vous imaginez bien que c'est un vaste et long sujet, donc on compacte quand même, hein. On ne peut pas développer à l'infini, on essaie de faire au mieux en à peu près 40 minutes d'antenne, c'est ça hein, Guillaume ? 40 minutes, oui, en comptant les petites pauses de temps en temps, c'est vrai qu'il y a 40 minutes où on parle, où on discute, où on échange aussi, et puis les auditeurs peuvent aussi intervenir dans l'émission au 03 20 83 57 57, ça c'est le standard de Galaxy, et puis éventuellement par SMS, j'étais un peu timide, vous avez une petite question, eh bien Elisabeth va vous donner tout de suite son numéro de téléphone de façon à la joindre directement par SMS, eh bien n'hésitez pas. C'est le 06, je plane vraiment. Ah oui, tu planes là, dis donc. Je vais mettre un peu d'hardcore derrière si tu veux. Alors 06 62 39 29 03, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites questions par SMS s'il y a des petites choses qui vous titillent, je suis vraiment là pour y répondre et pour le coup ça me réveillerait un petit peu. Bon, comment ça se fait que tu es dans le gaz comme ça ? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Ce week-end, je suis partie à Nantes prendre un enseignement avec un maître astrologue. D'accord. Voilà, qui m'a permis de connecter le cosmos et j'y suis un peu restée. Voilà, donc c'est pour ça que je plane. Il te connecte avec l'espace, c'est ça que tu dis ? Non, c'est un enseignement astrologique. D'accord, ok. Mais bon, quand on parle d'astrologie, on parle de planètes, d'étoiles, donc on est loin de ce monde, loin des réalités de ce monde, voilà, en fait c'est ça. Donc j'ai toujours un petit peu de mal à revenir à la réalité. Ouais. Est-ce qu'on se sent mieux dans cet état-là ou alors Ah ben il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est beau là-haut, on est bien là-haut. Ouais. C'est clair. Et puis de toute façon, tout ça, ça parle de quoi concrètement ça parle d'amour, parce qu'on va parler du couple, mais évidemment on ne peut pas dissocier les deux. Et où allons-nous puiser la force, le courage pour semer, pour garder l'espoir d'un monde meilleur dans cette énergie d'amour ? Et cette énergie d'amour, c'est mieux quand elle est partagée, n'est-ce pas ? Tout à fait. Il faut avoir sa petite moitié à côté de soi. C'est toujours plus agréable, c'est sûr, même si les relations de couple, les relations affectives, les relations générales, c'est pas simple, c'est pas un sujet facile. Non. C'est pas un sujet simple, c'est pas facile à expérimenter au quotidien, c'est pas facile à préserver cette harmonie qu'on cherche. On doit parfois passer par des périodes de crise, des périodes d'incompréhension, des périodes d'illusion, des périodes de désillusion, des périodes de dualité, d'affrontement, de tout ça. Donc, ce que je voulais souligner ce soir par rapport à la pertinence de l'outil astrologique pour comprendre un petit peu nos codes amoureux, notre façon, parce qu'il y a effectivement... On est quand même un minimum influencé dès notre naissance. On est imbibé d'un certain mode d'expression de nos valeurs. Ouais. Et selon, donc là en l'occurrence c'est la Vénus, la pleine Vénus dans son thème de naissance, fait qu'on va explorer l'amour avec un certain style qui nous est propre. D'accord. Et le sujet me parle beaucoup également parce que la vision astrologique, ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il faut comprendre qu'on n'est vraiment plus dans le monde du jugement. Parce qu'on est aussi conditionné dans notre façon d'aimer. Avant d'explorer vraiment la manière dont on a envie d'aimer, on est conditionné par un système judéo-chrétien, par une éducation, par la société. On va parler du mariage, par exemple. Et on est souvent conditionné à un mode amoureux, un seul repère amoureux. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, il est cœurs heureux et il y a beaucoup d'enfants. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça.
Comment ça se passe alors ? Ça se passe pas comme ça. On sait très bien que les relations amoureuses, c'est beaucoup plus compliqué que... C'est tumultueux de temps en temps, c'est vrai. Et ce qu'il y a surtout, c'est que plus on respecte sa façon d'aborder l'amour, et je vais développer par rapport à justement, quand je disais, on a chacun sa façon d'explorer ses valeurs et de transmettre ce sentiment aux autres. Et le problème, c'est que quand on sort des codes et quand on sort du conditionnement judéo-chrétien, on est jugé la plupart du temps parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Alors, il va y avoir des personnes qui vont explorer cette énergie d'amour naturellement dans la fidélité, dans l'engagement, parce qu'ils ont par exemple une Vénus en Capricorne, donc ils seront naturellement plus faciles de s'engager et d'être dans cette explorer l'amour au travers une longue durée dans la relation, parce qu'ils ont un sens naturel de l'engagement. À côté de ça, il va y avoir des Vénus scandaleuses. Des Vénus, par exemple, en Verseau, qui sont profondément teintées de cet anticonformisme. Alors, ils vont déranger parce qu'ils vont bousculer les consciences, ils vont expérimenter l'amour d'une manière un petit peu révolutionnaire, un petit peu anticonformiste. Ça va être des couples qui peuvent un petit peu, des choix de vie amoureuse un petit peu plus complexes et un petit peu hors normes. Donc, quand on comprend qu'on a vraiment en soi un mode amoureux qui est différent des uns des autres, on n'est plus dans le jugement. Alors il va y avoir des petites Vénus fusionnelles, passionnelles, qui vont avoir besoin d'exprimer leurs sentiments affectifs dans la fusion, dans la passion, dans les cris, dans je t'aime, moi non plus, dans le côté dramaturge. Mais c'est vraiment cette façon dont cette personne a besoin d'expérimenter l'amour et pour connecter l'amour en elle-même. Alors il va y avoir des Vénus beaucoup plus douces également, qui sont teintées de cette énergie très spirituelle. Par exemple la Vénus en Poisson, qui idéalise énormément l'amour, alors qui est très compatissante, qui aura peut-être en première partie de vie, avant qu'elle connecte cet amour en elle, des illusions, des désillusions, parce que c'est les Vénus qui ont un idéal tellement élevé qu'elles ne veulent pas forcément voir le partenaire comme il est, mais elles l'idéalisent. Donc elle peut effectivement passer par des périodes. Alors je dis au féminin parce que c'est la planète Vénus, mais c'est valable pour hommes et pour femmes. D'accord. Donc, il va y avoir des personnes qui vont avoir ce besoin d'expérimenter l'amour dans cette espèce de flottement. C'est des relations qui sont jamais très claires, qui sont un petit peu diffuses, un petit peu neptuniennes et qui peuvent être bizarres à observer. Mais c'est vraiment un mode amoureux. C'est ce flottement, on s'engage pas vraiment, on aime tout le monde, on aime personne en intimité. Donc ça peut être des personnes aussi dérangeantes parce que c'est pas très clair leur mode amoureux. Alors, il va y avoir des Vénus jalouses, des Vénus possessives. Ah, la jalousie est un vilain défaut, Oui, mais elle existe. Malheureusement, on est obligé de faire avec, c'est vrai. Alors voilà, c'est des Vénus qui ont des valeurs assez traditionnelles et qui ont besoin d'être en contact avec l'autre et de s'attacher à l'autre. Alors ça aussi, ça peut générer des souffrances parfois, quand on est trop attaché et qu'on travaille pas justement ce détachement pour que l'autre puisse vivre aussi ce qu'il a à vivre, etc. Alors, il va y avoir aussi des Vénus très curieuses, très volages, très petites abeilles qui auront besoin de butiner, qui seront très curieuses de découvrir plein de modes et codes amoureux. Donc c'est aussi une autre façon d'expérimenter les choses. Alors il va y avoir aussi des Vénus sagittaires qui ont un idéal très élevé, qui vont aimer les grandes aventures, les grandes histoires d'amour, l'expérimentation amoureuse, etc. Alors après, ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture sur le mode amoureux, parce qu'en première partie de vie, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à se remplir d'amour dans le couple. Donc on a l'impression qu'il nous faut quelqu'un pour nous remplir et qu'on ne peut pas y arriver seul. C'est pour ça que parfois les histoires d'amour se compliquent. C'est que se lier sur ce plan, c'est-à-dire sur ce plan de penser que c'est l'autre qui va nous rendre heureux, c'est se tromper. C'est là où commence l'illusion. Parce que le but d'expérimenter l'amour, c'est de se l'incarner en soi, pour ensuite le partager avec l'autre. Et c'est là toute la difficulté de comprendre ça dans la relation amoureuse. D'accord. Parce que la première chose qu'on génère en soi quand on rencontre quelqu'un dont on est passionnément amoureux, c'est tout de suite c'est la peur de le perdre. Et c'est là où on commence à dévier notre manière d'être, parce que le désir de plaire à l'autre, le désir de garder l'autre, le désir de posséder l'autre. Et c'est là où on commence un petit peu à se travestir. Et à long terme, on sait comment ça se termine. Ça se termine par des conflits, ou par des mensonges, ou par des trahisons, ou pour des choses comme ça. Parce que la nature humaine, l'âme, surtout l'âme, cherche à vivre libre et heureuse. Elle cherche pas à s'attacher, à s'aliéner. Ça, c'est le mode mental. C'est le conditionnement qui pense qu'il faut qu'on s'aliène les autres et qu'on soit en contact avec les autres pour exister. Or, l'âme, elle cherche juste à s'épanouir, à être elle-même.
Donc il y a tout ce travail au travers le relationnel, parce qu'on a besoin de mauvaises histoires d'amoureuses, on a besoin de crises, on a besoin de vivre les choses sous multiples formes pour comprendre tout ça. Comprendre et aussi avoir des éléments de comparaison au final. Complètement. Alors c'est pour ça que chacun vit son mode amoureux avec sa nature, mais au final, la volonté de l'âme, c'est de s'approprier cette énergie à soi-même, être déjà heureux tout seul, se gargariser d'amour seul, pour ensuite trouver le partenaire idéal avec qui partager cette énergie d'amour. Et ça, on nous l'apprend pas, ça. C'est pas écrit, c'est pas des choses qu'on apprend. On l'apprend par la souffrance la plupart du temps, parce qu'on se rend compte que de toute façon, l'autre nous appartient pas et que il faut bien accepter de s'unifier en fait, accepter de se remplir tout seul, accepter de s'aimer suffisamment. Et il y a surtout une énergie qui est très importante à connecter quand on est dans cette quête de bien-être pour soi-même, c'est d'accepter d'être seul. Et quand on a vraiment cette approche vis-à-vis de la solitude, on rentre en solitude comme on rentre en religion en fait. Comprendre que cette solitude elle est salvatrice et qu'on a besoin d'apprendre à vivre seul, d'apprendre à s'aimer seul, d'apprendre à trouver vraiment quelque chose de très joyeux dans la solitude. C'est vraiment grâce à cette solitude consentie et non pas subie, parce que la solitude fait peur. Quand on consent sa solitude, quand on est bien avec soi-même, qu'on a expérimenté ce que c'est vraiment d'être seul, je pense que c'est à partir de ce moment-là où on est vraiment prêt à rentrer en partage et dans une relation saine avec quelqu'un d'autre. D'accord. Tu crois pas qu'aujourd'hui on est dans une société où c'est beaucoup d'individualité. Au final, on est un petit peu formaté là-dessus. Individualisme. Et moi, je suis dans mon entourage, ou même certainement toi, ou peut-être d'autres personnes qui nous écoutent en ce moment, connaissent beaucoup de personnes qui préfèrent, entre guillemets, être célibataires, et ne veulent pas s'engager, ou qui restent en fait seuls, mais parce que ils ont envie d'être comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène qui se voit de plus en plus. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Par rapport à cette envie d'être célibataire ? Ouais. Alors, seul en fait, entre guillemets, si on se met avec quelqu'un, c'est plus une source de problème plutôt qu'autre chose en fait. Alors oui, il y a les avantages, mais il y a aussi les inconvénients du célibataire. Alors il y a deux fonctionnements dans la société actuellement. Il y a cette espèce de surconsommation de sexe, de surconsommation de relations sur un niveau très bas. C'est-à-dire qu'on prend, on jette. On n'est plus dans l'exploration de l'autre et dans l'échange authentique. Il y a aussi ça qui se passe en ce moment. On vulgarise beaucoup maintenant les liens amoureux. On les banalise, on les vulgarise. Alors, tout à fait. On va parler de mythique ou de choses comme ça. Il y a cette vision-là qui est un petit peu d'actualité. Il y a effectivement ce ras-le-bol. Parce que l'âme, en ce moment, avec les énergies vibratoires actuelles, souhaite s'élever. Et peut-être que c'est aussi lié à ça. On se rend compte qu'il y a un réajustement à faire, qu'on n'était peut-être pas lié aux autres sur le bon plan, et que c'est la solitude, c'est ce choix de la solitude, de ce célibat consenti. On sent intérieurement que c'est par là qu'il faut passer pour comprendre, pour essayer de connecter une manière différente d'aborder l'autre, d'apprendre à se connaître tout simplement. De toute façon, même les relations affectives douloureuses sont bonnes à vivre. Je dirais même qu'on apprend beaucoup plus quand on est dans une relation conflictuelle ou compliquée ou qui nous fait mal, que quand tout va bien. Parce que c'est justement ces jeux de miroir, la plupart du temps. De toute façon, on n'attire pas les autres par hasard. On n'attire pas tel type d'épouse ou tel type de compagnon par hasard. Le temps qu'on est en quête de soi et qu'on ne s'aime pas suffisamment, on va attirer à nous des personnes qui vont nous renvoyer à nous-mêmes. Donc parfois, dans la vie de tous les jours, je vois bien dans mes consultations, on peut voir des personnes qui rencontrent des gens pas libres. Alors on se plaint du non-engagement de l'autre ou du non. Et finalement, on se rend compte qu'on a attiré cette personne qui n'est pas disponible pour nous renvoyer à nous-mêmes. Ou alors, on est obligé de vivre des relations qui nous font mal, dans la trahison, etc. Et c'est vraiment un réajustement à faire, apprendre à mourir complètement à ses attentes. Parce que l'amour inconditionnel dont je parle, c'est vraiment mourir à ses attentes. Être dans un amour pur pour l'autre, c'est ne pas avoir d'attente. C'est accepter toute la dimension de l'autre et pas simplement se lier à l'autre parce qu'il est gentil avec nous ou parce qu'il nous apporte des bonnes choses. Aimer, c'est avoir vu le pire en l'autre.
C'est être conscient de ses ombres, c'est être conscient de ses défauts, de ses parties moins agréables que celles pour qui on s'est lié. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident, hein, d'accepter. La plupart du temps, on démissionne avant. On se rend compte, on est dans la période de séduction, c'est joyeux, c'est sympa. Et dès qu'on rentre dans le cœur de la relation, on s'aperçoit que l'autre n'est pas tout à fait celui qu'on attendait, et où ça casse, etc. Alors que rentrer dans un réel engagement, c'est accepter aussi les polarités qui nous déplaisent en fait chez l'autre. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un tour du zodiaque qui est intéressant à faire, qui s'appelle les 12 phases de l'amour, pour montrer que chaque signe est coloré d'une énergie qui est en relation avec cette découverte et cette quête de l'engagement amoureux. Alors, je vais parler de la phase bélier, quand on est dans cette phase bélier, dans la conquête amoureuse. Donc, c'est justement la phase de conquête, la phase où on est poussé par le désir ardent de désirer. Donc, c'est la phase bélier, c'est la phase où on rentre en relation, où on a envie de rentrer en contact avec l'autre. Ensuite, on rentre dans la phase taureau, qui est une phase beaucoup plus charnelle. Alors, comme on est rentré en contact avec la phase bélier, on découvre le corps de l'autre, on est rentré en relation, on a envie de posséder l'autre, on le découvre dans les échanges amoureux, etc. Donc ça, c'est la phase taureau. Il y a une autre phase, donc la phase suivante, la phase gémeaux. On rentre dans une phase de communication, d'échanges verbaux, on se raconte. Après cette découverte par le corps, on se découvre par la communication, etc. On sort, on fait des choses ensemble, etc. Ça, c'est la phase gémeaux. Ensuite, on passe à la phase cancer. Alors, après avoir échangé sur tout un tas avoir appris à se connaître par le verbe, on a envie de se faire un nid, on s'installe avec l'autre, on a envie de faire un petit cocon pour rentrer dans cette intimité de couple, hein, fonder ce foyer pour le couple. Donc ça, c'est la phase cancer. Ensuite, on rentre dans la phase lion, la phase où on a envie de créer ensemble. Alors ça peut être la création d'un enfant, ça peut être rendre son couple spectaculaire au vu des gens, donc on se marie. Ça peut être, on a envie, en tout cas dans la phase lion, de montrer au jour notre amour. Ensuite, on rentre dans une autre phase, la phase vierge. La phase vierge, c'est après s'être engagé par le mariage, après les festivités, après la création de cet enfant. C'est la phase où on doit réorganiser le couple, parce qu'il y a des choses qui ont changé. On doit réorganiser un petit peu la vie de couple autour de l'arrivée de l'enfant, etc. Donc là, on réorganise. Ensuite, on rentre dans la phase balance. Alors, c'est la phase de réharmonisation, du besoin de se retrouver à deux au travers le couple, après ces transformations liées aux perturbations qu'ont pu amener l'arrivée d'un enfant. Hein. Dieu sait si c'est pas toujours simple. D'accord. On redécouvre l'autre sous un nouveau jour. Alors ensuite, la phase un petit peu plus compliquée, hein, c'est la phase scorpion, c'est la phase de crise, c'est la phase de remise en cause, le besoin de faire mourir l'ancienne relation pour la faire redémarrer sur autre chose. Alors là, je ne vous cache pas que c'est une phase où on rentre un petit peu dans les jeux parfois de trahison, de tromperie, etc. On a besoin de se redéfinir, on a envie de se redécouvrir, peut-être redécouvrir une phase de notre sexualité, etc. Alors parfois, c'est pas toujours possible dans le couple. Le couple, il est dans un grand moment de questionnement à ce moment-là. Ensuite, quand on a réussi à passer ce cap de la transformation et de la crise de couple, on rentre dans la phase Sagittaire. Alors, si tout se passe bien, on rentre dans une nouvelle phase où on a envie d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, de nouveaux espoirs. On redéfinit d'autres projets pour pouvoir continuer à cheminer ensemble. C'est la gestion de l'après-crise. De nouveaux élans. Ensuite, après ces nouvelles idéales, on a parcouru le monde, on a découvert de nouveaux projets ensemble. On s'engage, on se réengage d'une manière beaucoup plus sérieuse pour le collectif. Et là, c'est une phase, la phase Capricorne. C'est une phase où on n'est plus dans cette dualité, dans ce besoin de fusionner. On est l'un à côté de l'autre et on peut s'engager de manière plus sérieuse, plus consciente, et cette fois-ci vers la vie, et non plus vers cette union amoureuse qui parfois nous pollue un peu l'existence. On est l'un à côté de l'autre et on peut avancer, avoir des projets plus sérieux, plus humains ensemble. Ensuite, la phase Verseau. Donc la phase Verseau, c'est le couple s'ouvre aux relations fraternelles. Alors c'est aussi des périodes où on s'engage dans les associations, ou en tout cas on a envie de faire de notre couple peut-être générer une cause pour le collectif. On a envie de s'engager dans le collectif grâce aux fondations du couple qui sont solides. Pour ensuite terminer avec la phase Poisson, où là les âmes se spiritualisent, hein, la quête du couple devient beaucoup plus une quête spirituelle, etc. Donc vous voyez que toutes ces phases ont un sens, et que le cycle du zodiaque nous amène cette compréhension de cycle, et on passe par toutes ces phases. Alors
C'est pour ça que quand, par exemple, on a une Vénus en Bélier, on va être beaucoup plus porté à connecter le relationnel et vouloir recommencer ce désir ardent et rester bloqué peut-être à cette phase et pas s'engager. Quand on a une Vénus Scorpion, on va aimer ces crises, on va aimer les histoires douloureuses, on va aimer éprouver nos sentiments. Donc, quand on comprend ces 12 cycles et ces 12 phases, on sait après interpréter chaque Vénus dans tel signe. Si on a une proportion dans le Lion, voilà, on va aimer la loyauté dans le couple, on va aimer créer des enfants, etc. Donc, c'est comprendre aussi qu'on a tous des planètes dans ces signes différents, et selon la propension de quantité de planètes dans les signes que je viens de citer par ce cycle, on vit l'amour différemment. Voilà. Mais dans l'idéal, c'est d'avoir compris qu'on va passer par ces phases et qu'il faut s'accrocher quand on a vraiment quelqu'un qu'on aime à ses côtés. D'accord. Je sais pas. Comment on détermine la Vénus de quelqu'un C'est tout simple avec son heure de naissance. Moi, quand j'ai le thème, je peux placer la Vénus et je peux effectivement lui expliquer comment il va appréhender, quelle valeur il est venu répandre, mais avant d'exprimer ces valeurs, il va les éprouver au travers le relationnel, jusqu'au moment où il va se les approprier et il va servir. Parce que le but d'une relation de couple et dans le partage et une relation humaine avec l'autre, c'est aussi que ça s'intègre dans le collectif. Dans l'idéal, c'est pas de vivre l'amour romantique, c'est super, il faut le vivre, il faut y croire. Mais l'idée, c'est que l'union puisse faire une force ensemble et œuvrer pour le collectif également. Il faut que c'est une portée aussi. D'accord. Voilà, c'est se marier avec l'intelligence de l'autre aussi, pour pouvoir créer et faire des choses ensemble et faire avancer les choses. C'est pas que pour se regarder dans le blanc des yeux et faire ça, on sait que ça dure pas. On sait que ça dure pas. Donc c'est bien de se marier avec l'intelligence aussi. C'est bien la passion, faut la vivre puisqu'on a une phase passionnelle. Mais on sait qu'elle passe. Et vouloir toute sa vie courir après des passions amoureuses, c'est passer à côté du sens de l'amour. Parce que ça dure pas. Ça c'est non. Désolé. Cher auditeur, ça dure pas. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être amoureuse toute sa vie ou est-ce qu'on veut être une âme heureuse? Et là, c'est la grande différence. Exactement. Entre être amoureux. Alors, c'est ma grand-mère qui m'a toujours dit amoureuse, malheureuse, ma fille. Fais attention à l'amour. Et j'ai longtemps réfléchi sur cette petite chose qu'elle me disait de manière assez récurrente. Et j'ai préféré être une âme heureuse. Donc, cette quête d'amour, ok, par le truchement relationnel, par la connexion à l'autre. Mais avant tout, savoir être heureuse seule, c'est important, pour pouvoir être heureux avec l'autre et savoir l'aimer dans sa dimension. On va continuer tranquillement avec le débat. Alors par contre, il y a quelqu'un qui m'a appelé sur mon portable. Oui. Mais bon, c'est à l'antenne qu'il faut appeler. C'est les SMS sur mon portable. Voilà, si vous voulez contacter Elisabeth Sens, vous pouvez nous appeler dès maintenant 03 20 83 57 57. Par contre, si vous avez une question à lui poser et que vous n'avez peut-être pas le temps d'appeler ou alors vous n'osez pas, eh bien vous envoyez un SMS tout simplement. Tu peux peut-être appeler encore une fois ton numéro. J'oublie toujours de le noter. Ouais, le 06 62 39 29 03. SMS ce soir, s'il vous plaît. Voilà, vous avez les informations et c'est à vous de réagir si toutefois vous avez des questions autour donc de ce thème qui est abordé ce soir pour la 5e émission autour du couple et de l'amour en général, après tout. Oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre, comme je disais tout à l'heure. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que qu'est-ce qu'on est venu expérimenter alors au travers le couple? Apprendre à s'aimer tout simplement, Même le cheminement d'une vie tout entière, on apprend à s'aimer et quand on a une bonne vision de soi-même et qu'on sait à peu près qui on est, on peut enfin vivre cet amour inconditionnel dont je parlais. Donc c'est vraiment l'expérimentation amoureuse qui est le terrain de jeu idéal pour apprendre à se connaître grâce à ce phénomène miroir. Alors même dans une relation engagée où il n'y a pas forcément de complications, peut-être des crises de temps en temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur de nos relations, même très saines, parfois, on a tous des douleurs de toute façon. Parce que là, je parlais de Vénus dans le thème, qui va nous expliquer comment on va transmettre et comment on va vivre nos valeurs. D'accord, mais il y a aussi des blessures d'amour qui doivent être guéries et qu'on connecte en général quand ça commence à être un petit peu plus conflictuel dans le couple. Alors, est-ce qu'on va avoir une blessure de rejet qui va nous empêcher de nous engager pleinement et qui va générer des
des peurs et des inconforts dans la vie relationnelle? Est-ce qu'on va avoir une blessure d'attachement douloureux? C'est-à-dire qu'on a tellement de mal à se détacher qu'on souffre de jalousie, on rend l'autre fou, donc ça crée des crises perpétuelles. Donc c'est une peur à l'origine, hein. La peur du détachement, c'est quelque chose qu'il nous faut connecter. Alors est-ce que dans le thème de naissance, ça va être le mensonge? Est-ce qu'on va s'enfermer dans le mensonge, l'enfermement et les non-dits? Ça, on voit ça souvent aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas les personnes qui trompent leur conjoint, homme ou femme, sont pas forcément des mauvaises personnes. Ça m'arrive de voir ça en consultation. Mais c'est comprendre que peut-être à un moment donné, l'autre a pas su exprimer sa vérité. Donc l'autre, il a besoin de vivre pleinement, d'exprimer les choses. Alors il trouve une tierce personne à qui s'exprimer. Et il rentre dans une relation amoureuse. Alors qu'il n'a pas forcément de vice à vouloir tromper ou faire du mal. C'est que l'âme a besoin de connecter les personnes pour s'exprimer. Et parfois, c'est pas possible dans l'enceinte du couple. C'est là qu'arrive ce phénomène de trio amoureux, hein, qu'on connaît tous et qui parfois fait souffrir. Donc ça, c'est un enfermement, c'est une blessure qu'on doit dépasser. On doit à un moment donné oser exprimer sa vérité à l'autre. On peut pas passer sa vie dans le mensonge. Et on est souvent surpris dans la relation de couple, quand on est sur un niveau de vérité, à quel point l'autre est capable d'accueillir la vérité. Souvent, on dit, si je dis la vérité, ça va la faire souffrir ou ça va exploser mon couple. Alors que quand on est dans cet échange de cœur, vraiment, quand on se livre tel qu'on est, quand l'autre nous aime, il accueille cette vérité. Et en général, ça fait repartir les couples. On se rend compte que finalement, c'était complètement stupide de pas oser parler de cette polarité en nous qui nous posait problème et que on a peut-être perdu du temps. Mais parfois, ça passe, par ces trios amoureux compliqués pour amener cette délivrance et l'expression de ce qu'on a à dire. Alors, ça peut être aussi un besoin maladif d'être reconnu. Quand on a besoin d'être reconnu constamment, qu'on nous regarde, qu'on nous admire, ça peut aussi créer des problèmes dans le couple, une forme d'égoïsme ou un moi-je excessif. Il faut peut-être réapprendre à trouver une créativité commune pour que les deux puissent se reconnaître au travers le couple. Parce que quand il y a trop d'ego de l'un ou l'autre souffre forcément. Mais c'est toutes des blessures qui peuvent être mises en lumière. Alors l'astrologie est bien à ça, parce qu'on voit vraiment les zones de souffrance, les zones d'incompréhension, les zones d'inconfort. Donc quand on en a une pleine conscience soi-même, on est beaucoup plus à même après de comprendre nos scénarios amoureux et ce qui pêche et ce qui cloche dans le couple. Alors il peut y avoir une blessure d'insatisfaction chronique, vous savez, c'est ces personnes qui n'ont de cesse de rencontrer des gens et qui sont jamais contents parce qu'il y a toujours quelque chose qui cloche. Et ils restent dans la phase bélier, hein. Ils restent dans la phase bélier parce qu'ils sont insatisfaits, mais c'est pas toujours pareil, c'est pas pour autant des mauvaises personnes, c'est des personnes qui cherchent la perfection chez l'autre. Alors que le travail est à faire sur soi-même. Mais la perfection, au final, n'existe pas. Mais non, elle n'existe pas. Alors, c'est des gens qui vont enfoncer tout au long de leur vie, c'est ça le truc ? Jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils prennent conscience que l'amour, c'est aimer l'imperfection. Hein. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est la perfection qu'ils cherchent, c'est vraiment une qualité de savoir pleinement qui on est. Et quand on est bien avec soi-même, on n'est plus dans cette recherche de perfection chez l'autre. On accepte l'autre dans sa dimension. En général, ça dénote d'un problème intérieur. On ne veut pas connecter sa propre imperfection, donc on la projette sur quelqu'un. On regarde les petits détails, ça me plaît pas. C'est parce que dans le fond, il n'y a pas assez d'amour pour soi-même. Son côté imparfait, on veut l'autre parfait pour éviter de se regarder soi-même dans son imperfection. Je sais pas si tu me suis. Redis un petit peu cette phrase-là. On projette, ça critique très fort sur l'autre pour éviter de voir nos propres imperfections. D'accord. Voilà, donc ça c'est les gens un petit peu qui cherchent toujours la petite bête et qui se trouvent bien des excuses pour pas s'engager. Alors il y a aussi le besoin, alors cette quête obsessionnelle de l'âme sœur, ça aussi ça peut faire complètement déplacer le relationnel. On est tellement amoureux d'une illusion et de quelque chose qui est inaccessible qu'on ne voit pas les gens en face de nous, on ne veut pas les voir. On est tout le temps dans cette quête de l'âme sœur qui n'existe pas, qui n'existe nulle part, qui existe dans notre cœur, soit avec soi au final. Cet amour inconditionnel, il faut d'abord l'avoir pour soi-même. Et après, on est dans l'amour inconditionnel pour l'autre. Et j'ai souvent vu ça, hein, cette blessure, cette quête de l'âme sœur, comme si la personne qu'on cherche n'est pas de ce monde. Donc finalement, on est dans cette illusion permanente et on est malheureux parce qu'on a besoin des autres. Exactement, c'est vrai qu'on ne peut pas réussir tout seul. Hein. Alors il y a aussi un autre type de peur.
La peur du fusionner, la peur de s'abandonner à l'autre. Alors c'est d'ordre la peur aussi de la sexualité avec l'autre, parce que la sexualité c'est ça, c'est oser mourir à l'autre, s'abandonner à l'autre. Parfois il y a des peurs maladives qui empêchent cette fusion amoureuse, parce qu'il y a une peur de cette fusion, de cette petite mort. Les élisabétains appelaient ça l'acte sexuel la petite mort. C'est vraiment l'acte sexuel quand il est compris, au-delà du désir et du plaisir qu'on y prend, c'est aussi un abandon total. On meurt à l'autre pendant un instant. C'est vraiment là on est un pendant ce moment de fusion. C'est une belle énergie, la sexualité, quand elle est comprise. C'est de mourir à l'autre. On meurt à son ego, on n'est plus qu'un à ce moment-là. Donc c'est utile quand je disais que quand on est dans une relation haute, on partage sa solitude avec l'autre. On est seul, on meurt seul. Être dans une dimension amoureuse élevée, c'est partager sa solitude avec l'autre, avec des points de jonction. Le point de jonction donc d'ordre fusionnel, d'ordre mental. Il y a des moments, des points de rencontre très forts dans les relations de couple, et des moments d'espace seul. Il ne faut pas vouloir constamment envahir l'univers de l'autre. C'est pour ça que je disais qu'apprendre à être seul, ça permet d'avoir cet espace solitaire consenti avec l'autre dans des moments de fusion, etc. Et cheminer comme ça avec des points de rencontre intellectuels, sexuels, émotionnels, etc. Donc, autre style de peur, la peur de l'inconnu. C'est sûr que l'autre, c'est une part d'inconnu. Nous, on se connaît. Et parfois, il y a des peurs dans les personnes que je rencontre et qu'on peut très bien voir dans le thème. C'est la peur de l'inconnu, la peur de se lancer dans une histoire où on ne connaît pas l'issue. Alors, on préfère ne pas se lancer, rester dans le connu. On est seul, on est célibataire, on a notre petite vie, on n'est pas dérangé, au moins on connaît. Mais on passe à côté de cette dimension de partage et d'amour. Donc ça, c'est réel. C'est des peurs qui sont réelles, qui sont inscrites dans le thème de naissance. Et plus on les comprend, plus on peut travailler dessus et plus on peut rentrer dans une énergie relationnelle beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse. D'accord. Alors, il y a encore 3 types de peurs que je vais citer. Le sentiment d'insécurité. On se sent tellement en insécurité émotionnelle qu'on a peur de s'engager. Alors, on se met ou au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre, mais on est toujours en insécurité quand on est à côté de l'autre. Donc ça aussi, ça peut pas mal auto-saboter une histoire d'amour. Alors, il y a aussi la peur de l'enfermement. Ce besoin de revendiquer à outrance sa liberté, comme si le couple était perçu comme un espace d'enfermement. Alors que, toujours pareil, quand le rapport est sain, l'espace du couple, quand on est dans cette vérité d'échange, on n'est pas dans un enfermement. Bien au contraire. Mais il peut y avoir cette peur de l'enfermement et cette peur de l'avenir avec l'autre. Donc on préfère ne rien faire du tout que de s'enfermer dans un couple. Alors que quand on se livre à l'autre, il n'y a pas du tout d'enfermement. Bien au contraire, l'amour véritable, ça rend libre et ça rend heureux. Il y a une autre, la dernière peur qui peut se montrer le bout de son nez dans nos vies et nous gâcher nos vies amoureuses, c'est aussi cette peur de l'abandon. Elle est terrible, cette peur de l'abandon. C'est-à-dire d'être en couple avec quelqu'un et puis du jour au lendemain, la personne s'en va. D'avoir en soi la trouille permanente que l'autre se casse. Littéralement, bah oui. Littéralement. Alors, c'est terrible parce que quand on a cette peur en soi, on se sabote. On va préférer abandonner avant qu'on nous abandonne. Et au final, on est malheureux. Ou alors on se met dans des scénarios où on se rend insupportable pour nous dire de toute façon j'étais sûre, voilà, il m'a abandonné, je le savais. Mais c'est presque nous qui générons ces problématiques. Donc c'est pour ça que comprendre sa dimension amoureuse, faire un travail sur soi, apprendre à se connaître, c'est vraiment comprendre toutes ces zones de peur, toutes ces zones de comment on a envie de vivre l'amour. Une fois qu'on s'est bien défini à soi-même dans la solitude, où on s'est bien regardé dans un miroir, on est tout à fait capable de comprendre toutes nos zones de souffrance et toutes nos zones de confort. Et là, comme par hasard, comme on est honnête vis-à-vis de soi-même, l'univers nous apporte la personne en résonance avec ce niveau de conscience qu'on a de nous-mêmes. Et là, c'est du beurre. C'est du bonheur. Bah ouais, c'est du bonheur, ouais, c'est clair. Donc, quoi dire d'autre par rapport à cette petite parabole-là ? Soyez une âme heureuse avant d'être amoureuse. Ou après, parce qu'à la limite, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise relation. Il n'y a pas de bonne, mauvaise. Il n'y a pas à se dire... Tout est enrichissant au final. Chaque expérience... Quand on a la conscience
elles sont toutes intéressantes. La conscience, c'est qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, pourquoi ça pêche, pourquoi j'ai ce problème-là, pourquoi cet homme-là, pourquoi je souffre. Quand on met un mot sur la souffrance et quand on est dans cette compréhension que la souffrance est justifiée au travers de la relation amoureuse, on est dans le processus de compréhension de ce qui se passe. Et là, on peut tout à fait guérir. D'accord. Et vivre ce partage dans une belle énergie. En sachant que parfois, accepter d'être vivant, accepter d'aller vers l'avant, que ce soit seul ou à deux, c'est comprendre qu'à tout moment dans la vie, on a des pertes d'équilibre. Marcher, c'est le principe de marcher. Hein. Quand on marche, à un moment donné, on lève le pied, on est en déséquilibre. Et hop, on met un pied devant l'autre. Perdre son équilibre, c'est oser rentrer dans cette vie de couple. On sait qu'on va perdre son équilibre et ses repères à un moment donné. Et il faut oser accepter perdre cet équilibre pour le remettre en cause constamment. C'est le sens de la vie, c'est le mouvement. Donc, rentrer en relation, c'est de ça dont ça parle. D'accord. On perd nos repères quand on rentre dans une relation amoureuse. Et on n'a pas besoin de savoir l'issue de cette histoire. Elle durera le temps qu'elle doit durer. Si elle dure toute la vie, tant mieux. Si elle dure un mois, c'est pas grave. Elle nous aura permis de comprendre quelque chose. Donc il n'y a pas lieu de se mettre de pression de durée ou d'engagement à vie. Ça n'a pas lieu d'être dans ce niveau de conscience. Il y a juste à comprendre qu'on vit des histoires d'amour qui nous parlent que d'une seule personne, de nous-mêmes. Quand on rencontre quelqu'un, on se parle à soi-même. Les jeux de miroir sont très importants dans les relationnels. C'est toujours une partie de nous qu'on ne connecte pas ou qu'on a besoin de connecter au travers les yeux de l'autre. Et quand on commence à voir la beauté dans les yeux de l'autre, c'est qu'on est au clair avec soi. Donc tu comprends un petit peu je comprends le raisonnement de la chose. Le raisonnement. Donc je ne sais pas si les auditeurs ont des questions par rapport à leurs problèmes de couple actuel et où ils peuvent peut-être sentir le sentiment d'être enfermés, de ne plus trouver de solution, d'être au bord du divorce ou d'être dans cette incompréhension, qui n'hésite pas. Alors là, je regarde mon téléphone parce que j'ai reçu des SMS. Alors... Donc si vous avez envie de participer à ce débat jusqu'à 20h, vous le savez, c'est en direct avec Elisabeth Sens. Vous nous appelez 03 20 83 57 57 et vos SMS. Alors j'ai une question. Je vais lire le SMS à haute voix. Alors, mais si on sait déjà tout ça et que dans chaque relation ça ne marche pas, cela peut être dû à l'autre. Ah oui. Alors malheureusement, j'ai pas ton prénom. Non, c'est pas dû à l'autre. L'autre nous ramène à notre problématique. C'est trop facile de dire c'est la faute de l'autre. Alors effectivement, parfois, on a l'impression que c'est l'autre parce qu'il nous fait vivre un enfer, parce que il a un comportement qui nous dérange. Mais dans ces moments-là où on a l'impression que c'est la faute de l'autre, c'est pas la faute de l'autre. Non, il nous oblige dans cet inconfort, dans des choses cruelles qui nous font vivre, à nous ramener à nous-mêmes et à oser voir notre partie d'ombre. C'est ça que l'autre est venu nous dire quand il pose problème. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ce SMS, il dit bien qu'il réitère et il a l'air de penser que c'est la faute de l'autre. Mais il doit réitérer plus ou moins les mêmes schémas. C'est toujours le même schéma qui se répète. La vie est bien faite. Tant qu'on n'a pas compris notre problématique, la vie nous la resserre au travers le relationnel. Que tu dis souvent, on est confronté à une épreuve justement pour nous mettre en situation et résoudre en fait ce problème. Et tant qu'on ne l'a pas compris, on en remange. Donc il y a vraiment un moment donné, justement, cesser de dire c'est la faute de l'autre, rentrer dans cette solitude consentie et se poser les bonnes questions. Je sais que c'est pas facile parce que ça touche l'ego et qu'on n'aime pas ça. Ouais, après, si c'est une fille qui t'envoie ce message et qui se fait tromper par exemple par son mec et que son mec est plus en phase bélier, comme tu l'expliquais au début, forcément, elle va plus avoir une relation où le mec il va aller voir ailleurs et puis elle, au final, mais si ça vient de l'autre personne parce que cette personne est en phase bélier, donc c'est entre guillemets elle qui c'est elle qui à un moment donné, par exemple je vais parler d'une Vénus Poisson ou d'une Vénus en aspect à Neptune, c'est des personnes quand ils viennent me voir régulièrement, elles sont toujours trompées
elles font des mauvais castings et elles rencontrent des personnes qui sont toujours amenées ou à lui mentir ou à lui tromper. Ouais. Dans son thème, elle est venue expérimenter, elle ne s'est pas laissé le choix, son âme, elle veut expérimenter l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est sortir de cette illusion de croire qu'on peut échapper à la solitude pour l'amour véritable. C'est-à-dire que elle sera obligée d'être confrontée régulièrement à la désillusion pour comprendre qu'à chaque fois qu'elle aura une attente précise envers quelqu'un, on ne va pas lui donner. La personne va la trahir ou va lui mentir jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle ne doit avoir aucune attente. Que l'amour, elle doit vivre l'amour sous cette hauteur-là. Ça, elle n'a pas choisi. Donc si elle ne le comprend pas, elle va régulièrement vouloir vivre une relation d'amour comme elle s'en est fait l'image. Elle va peindre son mec en rose, mais il n'était peut-être pas rose, lui, à la base. C'est elle qui l'a peint en rose. Donc ça se craquelle et on se rend compte de sa vraie couleur. Et ça, quand on a une Vénus en aspect à Neptune, on idéalise l'amour. On s'engage dans une illusion totale, on ne veut pas voir l'autre, on se refuse à voir l'autre comme il est vraiment, et forcément à un moment donné, les masques tombent. Donc c'est vraiment elle, on cite personne là, c'est cette personne qui a cet aspect dans son thème, qui s'acharne à vouloir vivre l'amour comme elle le décide. Et la vie va se charger de lui dire abandonne-toi à l'amour sous un autre plan beaucoup plus élevé et tu auras moins de soucis. N'imagine pas, n'idéalise pas et ne rêve pas la vie de couple. Affronte-la comme elle l'est, exactement comme elle l'est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Et la vie va lui recharger jusqu'à ce qu'elle comprenne cette leçon. Voilà, c'est comme ça. Même les grenouilles sont d'accord. Galaxy avec l'instant Blank & Jones, l'excellent titre Happiness qui vous donne un petit peu de joie, certainement ce soir, avec Elisabeth Sens qui est avec nous jusque 20h. On doit couper un petit peu plus rapidement que d'habitude, en tout cas pour ce très très bon titre, car apparemment pas mal de SMS sont tombés dans ta petite boîte de réception. Oui, c'est vrai. Alors je vais malheureusement pas pouvoir répondre à tous, mais néanmoins, voilà, je viens de recevoir le SMS de Cécile qui me dit « J'ai toujours peur de l'abandon dû à mon adoption ». Alors évidemment qu'un enfant abandonné a en lui d'une manière très ancrée cette peur de l'abandon, et ce qui est logique. Donc le type d'exercice et de travail à faire quand on a ce type de blessure, c'est d'être à l'origine de sa propre sécurité, de pas effectivement chercher une personne qui va nous garantir cette sécurité intérieure. C'est en général un gros travail d'ancrage et d'être à l'origine, c'est-à-dire on guérit souvent cette blessure de l'abandon en étant à l'origine de quelque chose qu'on peut pas nous enlever. Alors ça peut être un projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une passion, ou en tout cas quelque chose qui nous nourrit suffisamment, où on n'est pas justement en demande de l'affection de l'autre pour guérir cette blessure d'abandon. Il y a vraiment ce besoin de travailler sur son centre intérieur, sur son enracinement et sur cette capacité à se sécuriser soi-même. D'accord. Et tant qu'on n'a pas effectivement guéri ça, on réitère des blessures d'abandon et on se fait régulièrement abandonner, ou en tout cas on est toujours tiraillé par cette blessure d'abandon. Alors évidemment je raccourcis, je prends des raccourcis pour expliquer en 2 mots ce que ça peut être, mais c'est le travail d'une vie, et c'est un travail qu'elle doit engager elle vis-à-vis d'elle-même en fait, pour guérir cette souffrance, cette zone de souffrance. Donc justement, c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure. Alors ce qu'il faut comprendre, donc comme je disais tout à l'heure, on a toute une vie pour apprendre à s'aimer. Servons-nous des relations. Ne jugeons pas les relations qui nous paraissent choquantes ou qui nous paraissent, ou même les situations qui nous dépassent. Se servir de ces expériences, de ces jeux et de ces enjeux amoureux ont du sens. Et à partir du moment où on est dans cette vision du sens, on souffre beaucoup moins, on observe, on prend son parti, on prend les informations et on guérit. Pour en arriver à ce niveau d'amour inconditionnel qui est d'offrir de l'amour au travers ses œuvres, parce que c'est bien ça dont il est question. On est venu expérimenter l'amour relationnel, l'amour humain, certes, mais on est venu donner de l'amour. On est venu en prendre pour soi, pour se guérir, et on est venu le donner. Et après, on sait le donner au travers ses œuvres, on sait le donner au travers les regards, on sait le donner avec ses mains, on sait le donner en écrivant des livres, en mettant de l'amour dans sa lecture. Dans ses écritures, on sait le donner au travers la parole des gens qui nous entourent, on sait le donner avec sa chaleur, ses actions, sa générosité. L'idée, c'est de retrouver l'amour en soi au travers les relations humaines. D'accord. Pour en arriver à cet apaisement du cœur, à la plénitude du cœur, qui est qu'on est à côté de l'autre, on n'est plus en dépendance de l'autre, on est dans la liberté d'être
Et dans ces moments-là, on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. On est bien trop occupé à œuvrer et à faire des belles choses avec son compagnon à ses côtés. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Guérissez vos blessures, ne dramatisez pas non plus. Vivez vos amours scandaleux, vivez vos trahisons, vivez vos adultères. C'est pas grave tout ça. Comprenez juste le sens, que ça a du sens derrière. C'est pas la fatalité, c'est pas la vie qui est faite comme ça. C'est nous qui la concevons comme ça quand on comprend pas le sens caché des choses. D'accord. Bon. D'accord, Guillaume. Vivez l'amour sans perdre la raison. Bon, on espère que pas mal d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment, auront trouvé quelques éléments de réponse à ce débat très intéressant depuis 19h sur le couple. Et puis, on se donne rendez-vous, bien sûr, la semaine dans 15 jours, la semaine prochaine, oui, dans 15 jours, pour un autre débat dont on vous balancera l'information directement sur le groupe Facebook de Galaxy. Merci, Elisabeth. Ça marche. Et puis, à très bientôt. Ça roule, ciao. Salut.